Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Bonsoir à tous, ce soir nous recevons une déesse de la danse orientale. Elle nous vient d'Égypte même si elle est née en France. Cette prodige de la danse est bien sûr danseuse à la base, mais elle est aussi metteur en scène de tous ces spectacles qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Elle est aussi productrice, mais Jamila est aussi une enseignante. Elle a eu sa propre école de danse, elle a formé des élèves et bien sûr elle a fait ses propres spectacles, ce qui est logique. Elle a dansé pour toute l'Égypte. Elle va nous expliquer qu'elle est en partie du pays à cause du pays qui est devenu très instable. Cette femme est vraiment très douée dans son art et elle va reprendre le chemin des planches dans pas longtemps. On lui souhaite une réussite au plus vite, mais c'est une évidence car Jamila sait envoûter la foule avec ses déhanchements sensuels qui font, nous le savons, tourner les têtes de ces messieurs qui sont en admiration quand une femme utilise son corps en mouvement. Vous allez entendre la musique interprétée par Halfan, composée par Mohamed Abdelwahab entre 50 et 60. Écran large avec Thierry Genovese. Bonsoir Jamila. Bonsoir Thierry, bonsoir Yossi, merci de me recevoir à Radio Shalom. J'allais te le dire, bonsoir Yossi qui nous étonne à chaque fois par son travail très pointu. Très heureux de te recevoir en ces lieux. Moi aussi, de même. Alors écoute, explique-nous ton enfance, même si j'en ai parlé. Tu es né en France mais tu viens d'Égypte. Explique-nous. Écoute, voilà, moi je suis née près de Toulouse, à Albi. Donc, dans une très grande famille, nombreuse, où l'art était très présent. Notamment, ma mère chantait de manière privée. Et j'étais entourée de femmes très lumineuses. Et voilà, j'ai passé toute mon enfance jusqu'à l'âge adulte à Albi. Et j'ai fait des études d'art plastique. D'accord. Ensuite, je me suis intéressée au théâtre. D'accord. Donc, j'ai travaillé dans diverses compagnies de théâtre. Et un soir, nous recevons dans ce tout petit théâtre à Albi, qui était le théâtre de la Croix-Blanche, un groupe de musiciens orientaux. Et ça a été comme un flash.
je me suis mise à danser et j'étais comme un poisson dans l'eau. Là, tu avais quel âge? Je devais avoir 20 ans. Ouais. Et ça a été comme une réminiscence, quelque chose que je connaissais déjà. Et ça a été le point de départ de toute une aventure qui s'est finie au Caire. Alors ça, c'est formidable parce que tu es en France, tu vas vers ce que tu aimes, que tu ressens en tout cas. Toujours. Et tu vas dans un des pays de l'Orient où on danse beaucoup. Où on danse beaucoup. Hein? Non, mais ça, c'est dingue, ça. Donc, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Et surtout, j'ai toujours écouté mes différentes voies artistiques. Ouais. Habité par la peinture, par le théâtre. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'engager réellement dans l'apprentissage de la danse, que je connaissais déjà. Parce que dans mon enfance, si vous voulez, il y avait un milieu de femmes chanteuses et musiciennes et danseuses, mais qu'on va appeler plutôt danse de maison. Bien sûr. Pas aussi sophistiqué comment je vais le pratiquer ensuite. Bien sûr. Qui va être un art de la scène, mais ça a été assez naturel. D'accord. Et j'ai cette intuition toujours de me laisser guider. Ouais. Parce que, à savoir, tes racines, ta famille sont nées où? Ma famille est d'Algérie. D'accord. Mais est née en France. Mais Kabylie, c'est ça? Oui, moitié Kabyle et Algérie. Donc, il y a déjà le côté oriental en toi? Oui, il faut bien comprendre que quand on parle de danse orientale, l'aspect le plus sophistiqué a été développé au Moyen-Orient, notamment en Égypte. D'accord. Et après, il y a ce qu'on appelle les danses de bassin, les danses pelviennes, qui sont répandues dans le monde entier. D'accord. Parce que là, on va un petit peu en parler de l'origine de la danse orientale, qui est la Mésopotamie. Bien sûr. Et, je t'en prie, moi je connais pas. Et de l'ère babylonienne, merci. D'accord. Qui se situe en Irak aujourd'hui. D'accord. Et en fait, c'est une danse qui a entre 6 et 7 000 ans. Ah oui. La danse orientale, mais qui n'était pas sophistiquée et perçue comme elle est aujourd'hui. Hein. Ça, c'est tout un processus qui s'est fait, mais elle part de son origine des danses de fécondité. Bien sûr. Et dont la prêtresse la plus représentative est Iftar. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on va retrouver à travers toute la planète, que ce soit les danses tahitiennes ou dans tous les pays du monde, ce qu'on appelle les danses pelviennes de fécondité. C'est comme ça que les nomment les anthropologues. D'accord. Donc on va retrouver, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit dans pas mal de parties du monde, des danses de bassin et de force féminine. Justement, on va dire l'Orient en général. L'Orient, c'est celui qui a... Parce que moi, il y a un truc qui me saute, j'adore, évidemment, comme tout le monde, c'est mon acteur préféré, entre parenthèses, Charlton Heston. Quand il joue dans son rôle de Moïse, à un moment, dans la première partie, à la fin, avant que la deuxième partie arrive, l'épilogue, enfin avant l'épilogue, pardon, il est invité par un cheikh dans sa tente et il y a ses filles qui dansent. Ah, voilà, on peut parler de l'aspect... Voilà, c'est ça. Oui, c'est très important. C'est l'ambiance. Oui, hein? Déjà, à l'adolescence, les jeunes filles dansent devant les mamans. C'est ça. Où il y a la puberté qui arrive, on devient des jeunes filles, et ça va être l'expression féminine complète de la femme. J'allais te dire, c'est une sorte d'élégance. D'élégance. D'accord. Et on montre le talent vertueux, féminin et séducteur de la femme. Oui, d'ailleurs, à un moment, le cheikh présente sa plus belle fille, l'aînée, en lui disant, écoute, elle n'est pas mariée, qu'est-ce que... Hein? Voilà, choisis une des danseuses. Des danseuses. Voilà, c'est là où elle va justement présenter ses aspects les plus positifs dans son expression, dans sa séduction, dans sa sensualité. Bien sûr, oui. Ben, c'est ce que je te dis dans la présentation. Par ta sensualité, la danse et la sensualité. Et toi, quand j'ai vu tes vidéos, et on se connaît assez peu, mais bon, j'ai vu ton personnage, je me suis dit quand même... quelqu'un comme moi qui n'est pas intéressé spécialement à l'Orient parce que je ne sais pas été baigné là-dedans, je trouve que tu as vraiment un déhanché. Tu sais faire en tout cas. Oui, je suis bien portée par la musique. Voilà. J'habite pleinement mon corps. Et bien sûr. Et c'est vrai que la danse orientale propose cet équilibre-là. Bien sûr qu'il y a... Les gens y voient souvent un aspect sexuel. Non, ce n'est pas un aspect sexuel, c'est un aspect poético-érotique. Ouais. On sublime
On sublime la beauté du corps, on sublime l'aspect poétique de la sexualité. D'accord. On est dans la sublimation. Et c'est pour ça qu'attention, c'est une danse qui n'est pas facile à danser, car si vous ne maîtrisez pas et que vous n'avez pas la bonne tenue, vous êtes facilement vulgaire. Ouais. C'est une des dégradations auxquelles on assiste aujourd'hui, mais ça on en parlera tout à l'heure. D'accord. Mais tu crois alors donc c'est vraiment une nécessité quand une fille qui devient adolescente, elle doit passer par la danse en Orient pour avoir ce côté. C'est une évolution humaine en tout cas. C'est une éducation, voilà. C'est une évolution. C'est ça. Des jeunes femmes. Ouais, on est d'accord. Et on aura dans les trousseaux de mariage des jeunes filles arabes, bien sûr, un costume de danse orientale. Bien sûr. Alors c'est pour ça qu'on a l'aspect de la séduction et du charnel comme il est habité. C'est ça. Pas de manière vulgaire. Je le répète, de manière poétique et sexy. Justement, à l'heure d'aujourd'hui, on veut cacher la femme, mais à cette époque, elle n'était pas cachée. Quand on voit le film, je suis désolé, elles sont en tenue sensuelle. Oui, elles sont en tenue sensuelle. Elles dansent devant Charlton Heston. Elles sont en tenue. À part, elles portent ce filtre, ce tissu. Ça, c'est le folklore du film. Voilà, d'accord. Mais de toute façon, une femme qui soit peu habillée, très habillée, sa manière de se mouvoir est sophistiquée, est habitée, est élégant. Ça ne sera jamais vulgaire. C'est ça. Là maintenant, quand on me parle maintenant de la femme orientale dans le Moyen-Orient, où le statut de la femme, de la danseuse orientale, est un statut de femme libre. Ce sont des femmes en général hors mariage. D'accord. Alors là, on va remonter sur toute l'histoire de la courtisane. C'est ça. Alors la courtisane dans le monde arabe, c'est bien représenté par la danseuse orientale, qui est une femme respectée, émancipée et nourricière. D'accord. C'est une chef d'entreprise qui va, nourrir et embarquer avec elle une vingtaine de personnes, que ce soit les couturiers, les orchestres, les musiciens, les compositeurs. C'est une femme cultivée. Bien sûr. Dans le mot courtisane, il y a courtisé. Donc on n'a pas affaire à la prostitution vulgaire comme on l'entend. Non, non. C'est une femme qui va, bien sûr, apporter ses charmes à l'espace public, qu'il soit féminin, qu'il soit masculin ou féminin et masculin. On a sa présence dans beaucoup de rituels de mariage, de toutes les fêtes qui peuvent accompagner, soit les fêtes de printemps, toute manifestation festive, on invite la danseuse orientale. Oui. Elle va apporter un aspect sacré à la cérémonie, surtout dans le mariage. Elle va, par exemple, on fait venir une danseuse orientale dans un mariage parce qu'elle va promettre pour le couple une belle fécondité. D'accord. C'est comme un baptême fécondant, j'ai envie de dire. Ouais. Ah, c'est beau. Ce sont des traditions qui restent encore jusqu'à aujourd'hui dans le Moyen-Orient, même si on vit un passage assez obscur depuis une vingtaine d'années, même une trentaine d'années. Mais la danse orientale va s'en sortir. Elle est nécessaire. Vous savez, elle a été très opprimée sous Napoléon, qui avait interdit la danse orientale au Caire. D'accord. Et elle s'était retranchée vers Aswan, dans la Haute-Égypte. D'accord. Et Gustave Flaubert en parle très bien avec une des représentations exact. de Kouchouk Hanem. D'accord. Et de cette femme qu'il percevait lascive et femme de plaisir. Alors, on a l'aspect à la fois, la fascination inspire chez les hommes, et chez les femmes aussi bien l'aspect angélique que diabolique. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. Faut-il comparer les geishas aussi? On peut les comparer aux geishas. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des statuts de courtisanes? Ce sont des femmes cultivées, instruites, qui divertissent dans les cours des palais royaux ou bien dans les endroits festifs. Et elles sont là pour sublimer et rendre plus élevés les plus bas instincts. D'accord. C'est vraiment une alchimie qu'elle apporte, la courtisane. Bien sûr. C'est-à-dire que les hommes ne leur sautent pas dessus.
C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est la classe. C'est la classe. C'est la classe. N'oublions pas que les bouffons du roi, Louis XIV, tout ça, il y avait des bouffons, donc des artistes qui occupaient aussi, par d'autres façons, ces gens-là. Tout à fait. Les riches, on va dire, entre parenthèses. Alors, on a plusieurs catégories de danseuses orientales. On a les almées, qui est peut-être le plus haut sur la hiérarchie, on va dire, royale. Les femmes vivaient soit dans les palais à l'intérieur, soit dans les harems. Elles avaient des statuts influents, même sur les hommes de pouvoir. Elles étaient férues en poésie, en littérature, parfois en mathématiques aussi, en musique. Et Khalil Gibran cite de très beaux passages là-dessus, et en philosophie. Et l'art était considéré comme une vertu. Vous voyez, on est loin du cliché de la femme qui va... On va y venir parce qu'on va parler par rapport au cinéma à partir des années 60. Alors, Ensuite, on a d'autres catégories de danseuses qui étaient les rawazis. Ça, c'est l'extrême maintenant. Les rawazis étaient plutôt l'aspect gitan, nomade. J'allais le dire. Des danseuses orientales qu'on trouvait sur les marchés. D'accord. Et vous voyez les pièces qu'on voit sur les ceintures aujourd'hui des danseuses orientales. En fait, les femmes, quand elles présentaient des danses dans les marchés et que les gens leur jetaient la pièce, c'était des pièces trouvées au centre. Et elles cousaient ça sur leurs cheveux ou sur leurs costumes pour montrer la richesse de toutes ces pièces que le public leur donnait en gratification de leur spectacle. Tu as raison, je viens d'avoir un éclair. Dans le bossu de Notre-Dame, Gina Lollobrigida met ce genre de choses. Tout à fait. Tu as raison, bravo. Alors comment arrives-tu, toi, dans le domaine artistique assez vite Alors, trouves ton école d'abord Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. J'ai commencé... Bon, d'abord, je suis en grande partie autodidacte avant que j'arrive au Caire, avant que je rencontre le grand Ibrahim Akif. Ibrahim Akif, qui est un des plus grands danseurs. Chorégraphe, qui a travaillé à Hollywood. Oui. Je vais y revenir sur tout l'aspect du cinéma et de la danse orientale là-dessus. Mais juste avant d'enclencher sur mon arrivée au Caire... Bien sûr. On a toute une partie de la danse orientale jusqu'au début des années 1900. Et ensuite, on a des grands changements, que ce soit dans la musique ou la danse, avec l'arrivée des technologies et de la radio, avec l'arrivée de l'exode rural dans les grandes villes comme au Caire, qui va provoquer des grands changements au niveau artistique, où on va avoir en lumière les plus grands compositeurs de la musique arabe qui ont couvert tout le 20e siècle. Bien sûr. C'est là où on va commencer un petit peu à parler du cinéma à ce moment-là. Les structures qui existaient musicales et au niveau des danses à cette époque-là, on n'avait pas des orchestres de symphonie, parce que la musique est très liée à la danse, on ne peut pas les dissocier. D'abord, une bonne danseuse est une femme qui a une bonne oreille musicale, même si elle n'est pas musicienne. Bien sûr. Elle en a l'intuition. Mais on passe des formations de solistes. La danse orientale est un art soliste. Faut bien, ce n'est pas un art de groupe. D'accord. Les folklores sont des arts de groupe. Aujourd'hui, on a vraiment des gros amalgames sur ce plan-là, mais on va y revenir. D'accord. Mais sur les formations musicales, on était sur des compositions de tartes, ce qu'on appelle les tartes, où on n'excédait pas 6-8 instruments. Les instruments maîtres dans la danse orientale, nous avons la tabla, équivalent en Afrique du Nord de la derbouka. Nous avons le duf, qui est un doum différent de la derbouka, moins orné. Nous avons le qanoun, qui est une harpe, c'est la règle, ça veut dire le qanoun, qui est tenu. Nous avons le ney, flûte à roseau, très important aussi. Le violon, que je n'oublie pas, et le oud. Qui est le luth. Une sorte de luth. Ah ouais. Le luth égyptien. D'accord. Ça, c'est, si vous voulez, c'est les instruments solistes. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer au début du siècle, du XXe siècle? On va avoir ce contact-là avec l'Occident et l'Orient, et on va multiplier la puissance de tous les instruments solistes. D'accord. On aura des violons avec des orchestres comme avec Kaltoum. On aura toutes ces amplifications qu'on va retrouver ensuite dans le développement de la danse. C'est pour ça que j'en parle. Donc, là, on arrive au début du XXe siècle.
l'exode rural, on a l'apparition des musiques nouvelles populaires, qui sont proches de celles qu'on écoute aujourd'hui, comme celle de Ahmed Diem ou Najwa Karam. On a les musiques folkloriques qui n'ont rien à voir avec la danse orientale. Et on a les musiques classiques. Il y a un personnage aux alentours des années 30 qui est très très important, elle est d'origine turque. Elle s'appelle Badia Masabni. Elle va amener une transformation importante de la danse orientale. Elle va faire de cette énergie qui est très peu chorégraphiée, parce qu'on a affaire à un art hypnotique. Là aussi, il faudrait revenir sur toute l'histoire ancienne de la danse orientale, mais enfin, on va abréger, parce que j'en dis beaucoup déjà, je crois. Non, c'est bien. Mais cette personne, Badia Masabni, va transformer la danse orientale. Elle va ouvrir le premier cabaret au Caire. D'accord. Où elle va réunir chanteurs, musiciens, danseurs. Et là démarre, on peut voir cet aspect de tout ce que va amener Badia Masabni à travers l'âge d'or du cinéma égyptien. C'est-à-dire, on a Samia Gamal qui vont naître là, Naïma Akif, et bien d'autres, Tahia Karyoka, Nemet Mokhtar, Souer Zaki, et bien d'autres artistes que je m'excuse de ne pas citer. La liste est bien longue. Elle est longue. Voilà. Les cinéastes qui vont filmer cette transformation de l'art égyptien, que ce soit en musique, en danse ou en chant, sont tous formés à Hollywood. Un des exemples les plus importants, à mes yeux, c'est Henri Barakat, dans les années 50. D'accord. Vous allez entendre la musique interprétée par Balash Ali-Tab, composée par Kamel El Talwil en 1963. خدت نصيبي بلاش عتاب لو كنت حبيبي من العذاب أنا خدت نصيبي ما تكلمنيش عالحب ما تفكرنيش بالحب لا حياتي هي حياتي ولا قلبي أصبح قلب ما تكلمنيش عالحب ما تفكرنيش بالحب لا حياتي هي حياتي ولا قلبي أصبح قلب حبيت الحب عشانك وكرهت الحب عشانك حبيت الحب عشانك وكرهت الحب عشانك أبدا مش هقدر أسامحك ابعد خليك في مكانك أبدا مش هقدر أسامحك ابعد. Ça, c'est une belle pièce. Alors, tu as été danseuse, on le sait, mais quelles sont tes autres fonctions? Alors, je suis danseuse, je suis chorégraphe, je suis metteur en scène, j'écris des scénarios aussi. En plus. Et je suis conférencière. Oui, parle-nous-en. Oui, tu peux donner des conférences sur ton art. Alors oui, ça a été très important pour moi, à un moment donné, d'apporter, j'essaye de vous en faire part là, depuis le début de l'émission, bien sûr, de mes connaissances, de mon expérience, à travers des conférences. Qu'est-ce que c'est la musique arabe? Qu'est-ce que c'est la danse orientale? Surtout la danse orientale, parce qu'elle est connue et méconnue. Ouais. Et c'est important de restituer les choses et de remettre les choses à leur place. Parce qu'on est dans une grande soupe aujourd'hui. Hein. Oui, mais justement, l'oriental, chaque pays oriental a sa forme de danse? Non. D'accord. Il faut voir la danse orientale comme un creuset. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a sa base. Elle a sa base avec sa technique. Qui s'est développée avec différentes influences depuis des siècles. Mais elle va capter à chaque fois les influences des pays où elle va se manifester. Par exemple, en Égypte, bon, elle aura ce caractère extrêmement égyptien, mais quand même, l'Égypte reste
le pays phare de la danse orientale. Si on va au Liban, elle va introduire un petit peu de debka, un petit peu de toutes ces influences folkloriques. Si on va aux Émirats Arabes Unis, elle va introduire un petit peu leurs influences. Mais même dans... C'est une petite voleuse de la danse orientale. Elle s'est absorbée, elle s'est intégrée. Justement, je vais faire une petite aparté. La différence entre la danse classique et la danse orientale, ce n'est que la musique, mais la façon de danser. Alors là, avec la danse classique occidentale, on est dans les pieds. Voilà. On est dans l'espace. C'est ça. J'attendais que tu me le dises. On a une écriture dans l'espace. D'accord. Avec la danse orientale, on a une écriture à l'intérieur. D'ailleurs, ça a été, c'est ce qui est... et aujourd'hui, on assiste à un hybride. Badi Hamas a mené cet hybride en 1930. Oula, oui. Ruth Saint-Denis et Isadora Duncan se sont inspirés de la danse orientale pour créer la danse moderne. D'accord. Tout s'entreverse depuis déjà pas mal de temps. Hein. Bien sûr. Mais ce que je peux dire, c'est que la danse orientale, pour qu'elle conserve son caractère, il faut vraiment que ce soit une narration qui parte de l'intérieur. D'accord. Nous avons, de toute façon, les gestes qui sont exécutés par la danse orientale ne permettent pas de faire des grands espaces. D'accord. Mais quelque chose a évolué, qui s'est occidentalisé. On va perdre dans la gestuelle serpentine, vibratoire et frappée du bassin pour aller dans l'espace. Ça, c'est ce que j'appelle le développement de la danse orientale en Occident. Tandis qu'en Orient, elle aura un aspect beaucoup plus hypnotique, plus centré sur elle-même. Samia Gamal, à la fin de sa vie, ne bougeait presque pas. D'accord. Et moi, j'ai assisté dans les vieux bas-fonds du Caire, où j'ai vécu 15 ans au Caire, à des anciennes danses. Vous vous asseyez et vous êtes hypnotisé et la danseuse bouge à peine. Ah, on fou, est presque ça. dans un rapport statuesque. Attention, le support musical n'est pas du tout le même. Rien à voir. Parce que la musique a changé, la danse change, c'est logique. Bien sûr. L'un s'inspire l'un et l'autre. C'est pour ça que dans mes conférences, je décris très bien tous ces phénomènes. Dans l'histoire, dans le temps et dans l'expression jusqu'à son expression actuelle. D'accord. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a de la créativité, on a un élan de la danse orientale qui devient très universel, et tant mieux. C'est l'affirmation de la femme, c'est la sublimation de la femme. On assiste à la fois à certains progrès et à une dégradation. On ne peut pas danser l'oriental de manière non liée. Les dichotomies à laquelle j'assiste, avec l'aspect des percussions très fortes, des ruptures mélodiques non respectées, donnent des corps de femmes qui bougent de manière comme des poupées mécaniques. Ce n'est pas un art mécanique. Non. C'est l'eau et le feu qui sont alliés par le mouvement KLR. J'ai envie de traduire ça comme ça. D'accord. Vous allez entendre la musique interprétée par Enta El Hob, compositeur Mohamed Abdel Wahab. On y va.
Est-ce que les Émirats Arabes Unis sont intéressés par ce genre de danse? Ils en sont très friands. D'accord. Parce que là-bas, je ne connais pas. Bon, Dubaï, tout ça, t'es déjà allé, toi? Alors j'ai voyagé à travers tous les pays arabes. D'accord. J'avais mon orchestre. D'accord. Et nous partions pour des contrats de 4 mois, de 2 mois, dans des grands hôtels, dans des grands clubs, dans des soirées privées. Enfin, ça a été... J'ai dû travailler dans une vingtaine de pays. Mais je veux dire, là-bas, ils t'ont reconnu en tant que tel? Alors la reconnaissance, j'attends plus de l'Égypte, D'accord. du Liban. Eux, c'est une question d'argent, c'est ça? Ils payent? Oh, on ne dira pas ça. Je n'aime pas réduire les personnes à Voilà. ça. Non, mais ils apprécient quand même. Mais bien sûr, ils Bien apprécient et ils connaissent. D'accord. Et Non, parce qu'on sait qu'ils sont très riches. Est-ce qu'ils apprécient encore des choses? Mais vous savez, oui, intelligence n'est pas toujours richesse, mais il y a des gens riches qui sont très bien, qui sont cultivés, qui apprécient, et d'autres qui sont ignorants, qui voient que l'aspect sexuel. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les Émirats Arabes Unis, la femme est cachée, réprimée. Ce qui est dommage. Voilà, l'accès, bon, Dommage. Ils viennent faire des grandes soirées en Égypte pour se libérer de certaines choses. De tout le joug politique dans lequel ils vivent. Mais après, vous savez, il y a un proverbe qui dit que la danseuse orientale, elle ne danse qu'un instant pour chacun. Donc à chacun, elle donnera quelque chose. Bien sûr. Non, ça c'est sûr. Mais c'est une bonne clientèle. Bien sûr. Dans beaucoup de domaines. D'ailleurs, si j'ai besoin d'une production un jour, peut-être que je dirais taper à leur porte. C'est possible. Alors, tu as des spectacles en préparation. En tout cas, tu commences. Tu as une bonne nouvelle. Tu as écouté l'émission au hasard, presque, même si je te connaissais. Mais tu veux pas aller voir certaines. Tu es allé voir celle-là. Tu es allé voir celle d'Eddie Moncuquet. Et ça t'a donné l'idée d'aller voir Monsieur Eddie Moncuquet pour lui proposer un spectacle. Alors, donc là, on va attaquer tout l'aspect de la création. D'accord. C'est-à-dire que j'ai produit et j'ai créé diverses productions. Et étant né en France, la langue de Molière, je me sentais dans l'envie de l'intégrer dans mon travail. Car avec la danse orientale, je raconte des histoires. C'est pour ça que je voudrais parler quand même du côté de l'interprétation. Il ne faut pas oublier que la danse orientale... Vas-y, dans la foulée. Elle n'interprète pas seulement la musique, mais aussi la poésie, des paroles, évidemment, un jeu de scène, un jeu d'images, et tout ça dans une science, je dis bien dit, une science artistique complète. Je dirais même, est-ce que tu penses qu'elle est méconnue dans l'Europe déjà? Elle est méconnue et connue. Ouais. On commence à avoir de très bons acteurs de bonne qualité maintenant en Europe. Est-ce qu'on peut comparer les tziganes avec les orientaux? Non. Non. C'est pas pareil. C'est pas la même musique, hein? C'est pas la même musique, mais même si on est proche. Mais les tziganes sont de grandes mémoires musiciens, et de grands gardiens de beaucoup de musique et de danse. Évidemment. C'est riche. C'est riche, hein, mais ils ont leur propre identité. Nous pensons un petit bonjour à, s'il nous écoute, au fils de Monsieur Dutronc, qui lui travaille avec les manouches souvent, et il aime jouer. Bon, il est un très bon guitariste et il s'imprègne beaucoup de cette musique. Alors nous, les danseuses, enfin moi personnellement, j'ai pu partager des expériences de danse et de musique avec le jazz. Ah oui. C'est pour ça que j'ai créé Mirage to New Orleans. Exact. Avec des pièces de Duke Ellington. Bravo. Avec Caravane, par exemple. Ouais. J'ai travaillé avec des influences aussi de musique sénégalaise, avec la kora africaine. On a travaillé... donc pour en arriver là, il y a cet aspect c'est le dernier spectacle que j'ai créé, où je suis seule sur scène. Ça raconte l'histoire... d'une danseuse qui rentre d'une tournée. Il y a une critique un petit peu positive et négative de la société du spectacle, et des rêves d'une artiste ou d'un artiste qui voyage à travers le monde. Il y a un hommage sous-jacent à Dalida, et là je vais interpréter des danses avec la chanson française. Rappelons que Dalida est égyptienne. Dalida est égyptienne. Claude François. D'accord. Moustaki. On n'oublie pas, hein? Non, on n'oublie pas, et bien d'autres certainement. Dalida, quelle belle personne.
Une des plus grosses productions qui m'a été heureuse de faire a été Roxane, inspirée des lettres persanes de Montesquieu. Oui, j'ai vu tes photos, elles sont magnifiques. Mm. Oh là là. C'est une production qui a été faite en collaboration avec la compagnie Success Productions au Caire et Rythme d'Orient, qui était ma compagnie ici en Égypte. D'accord. Ici à Toulouse, je m'excuse, puisque je suis originaire de cette région. Mm-hmm. Et 26 artistes sur scène. Et ça a été un bonheur de partager ça avec un écrivain français, Alain Légony. Oui, je suis allé voir un peu ce qu'il faisait, ouais. Ouais, avec Montesquieu qui nous a donné des lettres de noblesse. Des lettres de noblesse. On peut dire. Et tout part sur cette vie dans le harem et cette parallèle entre la femme et la démocratie. Ibn Arabi dit on reconnaît une grande civilisation à la liberté et à la place qu'on laisse à la femme. Donc il y a l'aspect dans la danse orientale féministe, mais pas dans le sens on fait la guerre aux hommes, dans le sens qu'on aime les hommes et qu'on veut partager une belle harmonie avec eux, à condition qu'ils nous laissent aussi la place. Et qu'ils vous laissent danser surtout. Et qu'ils nous laissent danser. D'accord. Parce que quelque part, c'est l'expression de la femme. C'est une des plus belles expressions. C'est une sorte d'érotisme. Hein. Ah, d'érotisme poétique. Voilà. Je le répète. Là, à une époque où la pornographie, la sexualité brutale et stupide nous brime. Voilà, nous bouffer la tête. Qu'est-ce que c'est beau de pouvoir l'envisager de manière poétique. Bien sûr. Et que nos instincts les plus bas deviennent des énergies lumineuses et dorées. Bien sûr. Que la danse et les chants et les arts habillent si bien. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais alors, on n'en parlera pas là, mais tu as une deuxième fonction. De temps en temps, tu as travaillé dans certains domaines et tu veux le mettre en scène, c'est les cartes de tarot. Ça t'intéresse. Tu as envie de mettre en scène ce spectacle, qui serait magnifique d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a une narration de la première carte jusqu'à la dernière. Ouais. Il y a tout ce chemin initiatique qui est le chemin de la vie, qui est le chemin que nous démarrons de la naissance jusqu'à la mort. D'accord. Et ce sont de telles portes énergétiques que j'ai envie de faire sublimer ça à travers les arts du spectacle. D'accord. Après, une des missions qui me semble importante, c'est l'enseignement. Ouais, Donc, j'ai eu une école à l'époque, pendant 14 ans, à Toulouse, qui s'appelait Rythme d'Orient. Et j'ai eu la chance de pouvoir enseigner à des adolescentes, des femmes, des enfants. J'ai pu accomplir des travaux de réalisation avec ces élèves. C'était une aventure formidable. Et je le répète, pour les femmes, c'est un ancrage dans leur corps, une réconciliation avec le corps, une poésie avec le corps. C'est vrai que je parle beaucoup de poésie quand je parle de danse orientale. Oui, ça revient souvent. Ça revient souvent. Parce que justement, cet aspect-là, qui est l'aspect de notre âme, peut se refléter de manière si parfaite et harmonieuse dans le corps de la femme à travers la danse orientale. D'accord. Oui, c'est très bien. Par contre, bon, j'ai été formé quand même par un des plus grands maîtres d'Égypte. Je continue à dire que c'est un art soliste. Ce n'est pas un art de groupe. On peut le présenter dans des galas de danse d'élèves en groupe, mais sa fonction n'est pas d'être en groupe. Et il s'appelait comment d'ailleurs ce grand... Ibrahim Akif. C'est ça. Donc ça, c'est un des plus grands... Ah oui, il est mort il n'y a pas très longtemps. Pas très longtemps. Et tu étais toujours en relation, toi, même quand tu étais à l'extérieur? Oui, nous avons eu une complicité. J'ai passé 6 mois avec lui, tous les jours. Très dur. Un maître très difficile. J'ai vu son visage, il avait l'air rigide. Hein, oui, et puis quel talent. Et bien sûr. Un talent incommensurable, très reconnu en Égypte. Et il a travaillé donc pour le cinéma, c'est lui? Oui, il a travaillé pour le cinéma. C'est là où on en vient, puisque tu as la chance t'as approché un peu des petites productions en Égypte. Donc tu as travaillé sur des petits tournages, mais en même temps, lui, il avait déjà travaillé à Hollywood. Oui, il avait travaillé à Hollywood. Il a fait les plus grandes chorégraphies des films où on voyait Abdelhalim Hafez ou Farid El-Atrash, qui sont des grands chanteurs, des grands acteurs de l'âge d'or musical arabe. Bien sûr.
Et moi, dans l'époque contemporaine, moi j'ai travaillé avec Hassan Hafifi, qui fait les chorégraphies pour la télévision aujourd'hui égyptienne. D'accord. On a des grands acteurs du cinéma égyptien. Le dernier film qui a parlé de la danse orientale de manière très insistante, c'était Nabil Ayouch avec Whatever Lola Wants, un film qui a fait un tabac un petit peu en Europe et en Égypte, et qui montrait l'arrivée des étrangères au Caire et dans le Moyen-Orient qui viennent s'initier à la danse orientale et parfois même faire carrière. C'est beau. Et l'Égypte, c'est une arrivée de beaucoup de nations de l'Orient. Ah, c'est un carrefour de l'Orient et de l'Occident et de l'Afrique. Donc, est-ce que tu penses aussi que les autres orientaux viennent chercher ce qu'ils ne trouvent pas chez eux là? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une terre importante. Oui, alors bon, les pyramides, tout ça, ok, bon, pas de problème, ça. Les Égyptiens, c'est quand même une des grandes civilisations qui a traversé le monde, hormis les Sumériens, etc., d'avant. Mais l'Égypte, c'est un carrefour démentiel. C'est un carrefour démentiel culturel, économique, religieux, philosophique, politique. Ouais. C'est un pays en souffrance en ce moment, à cause des grands changements. Mais c'est un pays qui va se relever. C'est pas possible autrement. Et la danse orientale n'est pas en danger comme on semble vouloir l'exagérer ici. Bien sûr. Elle a connu vraiment des affres beaucoup plus terribles dans le passé. Que ce qu'elle a connu aujourd'hui. Elle est ancrée dans l'inconscient collectif égyptien, l'inconscient collectif arabe. Elle connaît des mutations. Ce que j'aurais à dire aujourd'hui, elle va revenir sur une plus haute qualité parce qu'on est dans une dégradation de la danse orientale. Beaucoup de bons professeurs, même à Nice, en France et au Canada, dans le monde entier et en Égypte, se battent pour en maintenir son système essentiel, parce qu'elle est très déformée, comme les musiques sont déformées, distorsionnées aussi aujourd'hui. D'accord. Voilà, ce que j'ai envie de transmettre sa mémoire traditionnelle dans le sens, pas pour figer la danse orientale, elle a droit à son évolution, à sa mutation, mais de garder son essentiel systémique, son système essentiel qui fait d'elle ce qu'elle est. D'accord. Ne pas la défigurer, même si on a envie de lui donner d'autres aspects. On la voit moins à Hollywood, j'espère qu'on la verra un de ces quatre. De toute façon, je pense que la place de la femme et la femme sacrée, telle que la représente aussi la danse orientale, va prendre plus ampleur dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr. Et que les femmes auront besoin de retrouver cet espace qui est à elles. Mais justement, j'allais te dire, il y a des sons, je pense, dans les studios indiens, donc Bollywood, fait souvent des danses. Mais est-ce que ça a un rapport avec l'Égypte, les danses orientales, là? Non, c'est l'Inde. C'est vraiment l'Inde où ils sont inspirés. Alors vraiment, Thierry, là, il faudrait que vous veniez à ma conférence sur la danse orientale, parce qu'il y a des corrélations, bien entendu, avec la danse indienne. Bien sûr. Le mot diva vient du mot devadasi. Ouais. C'était des femmes qui avaient dédié leur amour à Dieu. D'accord. Et la sexualité était sublimée. Et l'homme, c'est pour ça qu'elles étaient hors mariage. Et l'homme, elle partageait seulement des plaisirs d'amour, où l'amour doit être toujours présent, mais pas pour le mariage. Le mariage étant un autre concept de l'amour, différent. D'accord. Vous comptez retravailler à l'étranger, cher ami? Mais écoutez, le destin va certainement m'y inviter, j'en suis sûr. D'accord. Ouais, pourquoi pas relancer quelque chose à Hollywood, justement. Alors là, ce que je voudrais proposer, puisque ça fait quelques mois que je suis à Nice, donc je suis tombée très amoureuse de Nice. C'est une ville qui m'a beaucoup séduite, où j'y m'y sens bien. D'accord. Et je vais m'atteler à vous reproposer des stages de danse, des créations artistiques, notamment avec Pour en arriver là. Donc j'espère que je pourrai vous en parler plus longuement une autre fois. Et des conférences. Et des conférences. Ah, très important. Vous allez entendre la musique interprétée par Saharni. En 2003, pardon.
La semaine prochaine, on reçoit un Belge. Pour changer, il sera au téléphone avec nous malheureusement parce que il peut pas venir, car il est comédien, réalisateur et producteur de ses projets qui sont des courts-métrages pour le moment. Il a été pratiquant d'arts martiaux, donc c'était une évidence de faire des films dans les arts martiaux. Son idole évidemment, notre ami Jean-Claude Van Damme, alias Jean-Claude Van Warenberg, alias JCVD. Il a eu la chance de faire une figuration sur son dernier film, Lucas. Il nous en parlera avec vigueur et joie. Pour écouter l'émission Écran Large sur RCN, c'est sur les ondes au 89.3, sur le numérique aussi en HD. Vous pouvez aller écouter le podcast depuis le 7-1-2019 avec notre voix démentielle qu'on écoute assez souvent maintenant sur RCN, Patrick Poivet, la voix officielle de Bruce Willis. Notre patron et technicien Yossi Benavram a tout fait pour que ce média soit écouté en France et dans le monde pour ceux qui parlent français et qui écoutent le meilleur média juif français. Pour nous joindre, un mail, un seul, écranlarge.rcn@gmail.com. De très grosses billes, je le répète, les artistes ont un grand besoin de vous, écoutez-les assez souvent si possible. Merci mademoiselle, madame. Merci Thierry, merci Yossi. Merci Yossi. Radio, shalom. Grosses bises à tous. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art. Chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art. Chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN.